Ojalá, pues, ojalá, pues, ¿sabes? Pourquoi? Il a été construit en 3 jours par un Européen nommé. Quand il est arrivé ici, une semaine après, le contreplaqué l'a sauté. 110 000 francs. Et une fois qu'il a été acheté ou quand il a été... Après avoir été acheté, on l'a mis à l'eau. Une semaine après, le contreplaqué l'a sauté. Il est tout neuf, fabriqué par un Européen nommé pour 110 000 francs pacifiques. Et là, on est obligé de le réparer. Et alors le là... contreplaqué, c'est parce qu'il était trop vert? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que le travail est mal fait. Il est mal fait, il s'est lâché. Le travail est mal fait. Nous, un bateau comme ça, on aurait pu le faire pour 40 000 francs. Et le charpentier, où c'est qu'il a travaillé? C'est ici, sur ce C'est chantier? ici, sur le chantier. C'est lui qui nous a appris à réparer les bateaux. Alors nous, on prend les bateaux comme ça, Oui. comme celui-là. On refait la quille, on refait les membrures, on le refait pratiquement à 90%. Autrement, tous les bateaux, qu'on a refait, là, il y en avait 12. Ils étaient pourris, ils traînaient sur le bord de mer, comme tous les bateaux qu'on voit, à terre. Ils étaient foutus. Les pêcheurs n'avaient plus de bateaux. Il y avait une tradition de construction de bateaux, mais bateaux à voile, et bateaux en planche. Une fois que les gens se sont habitués au moteur et au contreplaqué, plus personne n'a demandé aux vieux de travailler. Ça s'est perdu. Alors ça s'est perdu, il est mort, il n'a plus travaillé du tout. Et les gens, au lieu de lui demander de leur apprendre à réparer les bateaux, ils l'ont plus appelé, ils l'ont plus demandé de venir les aider. Résultat, eux-mêmes ne savaient plus réparer les bateaux. Quand le charpentier marine est venu, il nous a réappris à réparer les bateaux. Alors nous on l'attend actuellement, enfin on espère qu'il va venir pour nous apprendre à construire maintenant. Parce que là on répare des bateaux, mais maintenant on voudrait construire pour faire de la pêche en haute mer de façon à nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Parce que là on gagne combien? On gagne 5 000 francs par semaine. Vous êtes beaucoup de pêcheurs? Il y a 10 pêcheurs qui travaillent pour le groupement de pêche, là, le GAO. Ah oui, c'est minime. Hein. Alors 5 000 francs par semaine, on va pas loin. 10 000 chacun. Ça fait... Il y avait juste de quoi acheter la nourriture pour au magasin et ça s'arrête là. Nous, en plus, on n'a pas de produits vivriers, on est obligé d'acheter du riz. Parce qu'avant, on n'avait pas de terre cultivable, donc on a pris des habitudes. Et alors pour vendre sur Nouméa, là, pour vendre le poisson, il y a des problèmes pour le transport et tout ça? Actuellement, on n'a plus de camion, parce que le camion a eu un accident. Mais normalement, les pêcheurs amènent 600 kg de poisson par semaine sur Nouméa, ce qui leur rassure un revenu de 5 000 francs par semaine. Et bon, là, il n'y a plus de camion. Mais autrement, on vendait notre production à un seul magasin sur Nouméa. Et bon, là, il est servi par la coopérative de pêche de Poum. Alors nous, l'administration nous a promis un camion. Bon, on attend le camion là. Et parmi les projets, alors ça c'était un des projets qui aurait pu être pris en compte par les accords de Matignon. Est-ce qu'il a été pris en compte ce projet? Non, ici le chantier de réparation navale, c'est grâce à l'aide de gens en France qui ont cotisé chacun de leur côté pour nous assurer une somme de 2 millions pacifiques avec laquelle on a acheté le matériel. On a acheté le contreplaqué pour commencer la peinture au début. Et comme ils n'ont pas pris en compte, on était obligé d'assurer un salaire de 400 000 francs au charpentier marine. Parce que c'est normal, il avait une famille, il fallait qu'il fasse vivre sa famille. Et ça nous a permis de monter ce petit chantier naval de réparation. La deuxième phase était la construction navale. Et monsieur Rocard a dit la dernière fois qu'il est passé en Calédonie qu'il n'était pas question d'aider des chantiers de construction navale, puisque un chantier existait déjà à Nouville, à Nouméa, et qu'il fallait que tout le monde utilise ce chantier. Bon, le problème, c'est que ça nous coûte très cher, d'amener les bateaux, de réparer les bateaux, etc. Et c'est pas avec un revenu de 5 000 francs par semaine qu'on peut se payer des réparations qui sont hors de proportion par rapport à nos revenus. Alors bon, on reste là, on reste bloqué. On espère que des ONG vont nous aider à faire revenir le charpentier naval
de façon à nous permettre de passer à la construction de bateaux pour faire la pêche en haute mer. C'est la seule condition grâce à laquelle on pourra gagner de l'argent. Pour l'instant, on est bloqué. Et la pêche en haute mer, qu'est-ce qu'on pêche ici en haute mer Ici, on pêche le vivano, on pêche le thon, le tasar et la bonite. Donc, ce sont des produits qui se vendent très bien sur Nouméa, qui sont d'un prix plus élevé que ceux qu'on a dans le lagon. Et ça, ça pourrait nous assurer un revenu intéressant. Alors que maintenant, avec le poisson de lagon actuel, plus le dépeuplement du lagon, les revenus sont obligés de baisser. Il y a trop de gens qui pêchent dans le lagon, qui pêchent d'une façon inconsidérée, et surtout, le lagon, c'est fermé. C'est fermé par le récif. Et il arrive un moment où, à force de tirer, les poissons finissent par disparaître. Est-ce que c'est la seule source de revenus ici du village, la pêche? La pêche, c'est la seule source de revenus. Alors ça se décompose en pêche, on pêche le poisson. Pour les périodes d'ouverture, on pêche le crabe, on pêche l'huître, les huîtres, et on pêche la langouste. Le crabe et les huîtres, c'est seulement les femmes. Ici, le travail est réparti. Les hommes font la pêche au poisson, les femmes font la pêche au crabe et aux huîtres. L'argent qu'elles gagnent, c'est pour elles. L'homme n'a pas le droit de venir leur prendre leur pécule. Ça, c'est réservé à elles. Nous, on fait simplement la pêche dans le lagon. Alors, l'administration nous propose un peu partout un espèce de catamaran en aluminium pour les pêcheurs de vivano, pour les pêcheurs en haute mer, mais ça coûte 13 millions quand même. Alors nous, en tant que pêcheurs, nous on voudrait que chaque pêcheur ait son bateau, ou alors qu'il y ait des équipages de 3 personnes sur un bateau, de façon à répartir la pêche. Et là on a du poisson, là on a du thon, là on a du vivano, mais on refuse de nous donner les moyens de pouvoir aborder ce type de pêche. Et en plus, il vous faut un matériel spécial. Le vivano est pêché profond, hein, c'est ça? Le vivano est pêché profond. Il faut un matériel spécial aussi qui coûte assez cher. Et l'installation est très simple. Ce sont les lignes de fond qui coûtent cher. Ouais. Mais si le rapport est intéressant, il n'y a aucun problème pour nous. Nous, on est prêts à partir. Il nous faudrait d'abord des moteurs diesel. Il nous faudrait. C'est oui, qui coûte moins cher aussi là. Alors, le projet qu'on avait fait avec le charpentier marine, ça comprenait aussi l'installation de moteurs diesel sur les bateaux que nous construisions. C'est d'ailleurs que de A à Z, on prenait en compte la construction, la pêche, etc. Et réparer un bateau comme ça, ça doit coûter 30 000 francs pacifiques ou 25 000 francs pacifiques. Parce que c'est nous qui faisons le travail, on ne fait pas payer la main d'œuvre. Au pêcheur qui vient réparer son propre bateau avec notre aide, on lui fait payer seulement le matériel. S'il va réparer son bateau, s'il achète un bateau comme ça, 110 000 francs, et que le bateau, une semaine après, il part en morceaux, il n'y a aucune comparaison entre un espèce de bateau à 110 000 francs pacifiques et nous qui remettons en état un bateau à 30 000 francs pacifiques. Donc nous, on se met à la hauteur des revenus du pêcheur. Tandis que les gens de Nouméa qui nous vendent des bateaux de ce type-là, qui sont mal faits, qui nous prennent pour des imbéciles. Alors parce que là, le pêcheur, il a acheté 110 000 francs, il va même pas porter plainte. Il va même pas porter plainte, il va même pas récupérer son argent. Ça même pas une semaine à l'eau. Même pas une semaine à l'eau, déjà ça s'est détaché. Le contreplaqué, il a sauté. C'est un bateau qui était neuf ou... C'est un bateau qui a été fait en 2 jours. En 2 jours, il a été fait. C'est un véritable crime. Non, et la source du bateau, on a refait les membrures, on a refait tout. Tu pars à la pêche, il y a une personne ou 2 personnes. Oui, ça suffit. Et quand on part plonger, parce qu'il y a des fêtes coutumières, ou plonger la tortue, ou plonger la vache marine, alors là on peut rentrer à 4 dans le bateau. Parce que c'est avec des sagailles qu'on va chercher la tortue ou la vache marine. Alors, René Guillard, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre famille, là, pour commencer. De votre père, qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie, et puis aussi de votre mère. Mon père est un ethnologue. Il est venu en Nouvelle-Calédonie, c'est un ethnologue français, après la guerre, vers les années 1945.
Et il était l'élève de Maurice Lénard, qui a été un pasteur protestant en Nouvelle-Calédonie, qui a beaucoup aidé les Mélanésiens. Et ma mère est originaire de l'île de Lifou. Elle est d'une famille d'une grande chefferie. Et quand elle était jeune, quand elle avait 11 ans, à l'époque, son père travaillait pour un riche colon européen à Nouméa. Et elle a été adoptée par la femme de ce colon qui s'appelait Calambre, Monsieur Calambre. Donc elle a vécu à partir de 11 ans comme une bourgeoise de Nouméa, avec l'éducation induite, et à une époque où on continuait à à parquer les Kanaks dans des réserves. Elle a été la première Kanak à être dans une école religieuse à Nouméa. Et comme ce colon était très riche, les Caldoches de Nouméa étaient obligés de la respecter. Et bon, mon père l'a rencontrée, et ce fut une histoire d'amour, et ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. Alors combien d'enfants? 3 enfants, dont je suis le cadet. L'un se trouve à Tahiti, vit à Tahiti, l'autre vit en France, et moi je vis en Nouvelle-Calédonie. Et nous avons Et vous êtes né en Nouvelle-Calédonie? Nous sommes nés en Nouvelle-Calédonie. Et comme le travail de mon père se passait beaucoup à Paris, dans toute notre enfance, on l'a passé à Paris. Donc on est des bons parigots. Et c'est seulement à l'âge de 26 ans que je suis retourné en Nouvelle-Calédonie. Après avoir tenté de passer de brillantes études qui furent un échec flagrant, je suis retourné en Nouvelle-Calédonie suite à un accident qui m'a laissé handicapé d'une jambe. Et mon père m'a évacué 10 ans sur la Nouvelle-Calédonie et m'a laissé dans une tribu qu'il connaissait, qui s'appelle la tribu d'Unjo. Et il m'a laissé là et il m'a dit, bon, maintenant tu te débrouilles. Et c'est depuis cette année, fin 79, que j'habite à la tribu d'Unjo. Alors, est-ce que vous savez pourquoi votre père a choisi cette tribu d'Unjo? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a quelque chose de particulier, c'est que cette tribu a subi les, comment dirais-je, bon, disons que mon grand-père, qui s'occupait de nickel à l'époque, mon grand-père Alors votre grand-père adoptif, s'était installé sur une île qui s'appelle l'île Oconienne, et où vivaient les clans Wabéalo et d'autres clans sur cette île. Et suite à la dernière révolte de 1917, il a demandé leur évacuation de l'île. Et ils ont été évacués manu militari. Et ils se sont retrouvés à la tribu d'Unjo, qui se trouve peut-être à 14 km de cet îlot. Et mon père m'a déposé, pour ainsi dire, dans le clan qui avait eu des problèmes avec mon grand-père adoptif. C'était pas une situation facile? C'était pas une situation facile parce qu'à l'époque, bon, j'étais handicapé et j'entendais, comme j'étais chez le clan directement qui était propriétaire de l'île, j'entendais les jeunes parler en disant qu'ils allaient me casser la gueule. Parce que je descendais de celui qui les avait fait chasser de leur terre ancestrale. Alors quand moi, quand j'étais en France, j'ai surtout travaillé chez les paysans pauvres et dans des usines ou dans des chantiers navals, ici du côté de Toulon ou ailleurs, j'ai toujours eu des problèmes avec les patrons. Donc je réagissais automatiquement quand je rencontrais une injustice. Et là, je me suis retrouvé dans une tribu, non seulement qui avait des problèmes avec ma famille adoptive, mais qui était parquée sur un terrain où il n'y avait pas de terre cultivable, ou qui était entouré de barbelés ceinturant les propriétés des colons, et où on ne pouvait pas se promener parce que le colon s'amusait à nous tirer dessus, à tirer sur les gens quand par hasard on allait à la pêche en traversant sa propriété. À partir de ce moment-là, puisque je vivais chez le clan, je leur ai dit, bon, il faut revendiquer votre île.
Et ils m'ont dit, mais ta mère va pas être d'accord, puisque la mort de mon grand-père adoptif, c'était ma mère qui prenait la suite de la location de l'île. J'ai donc écrit à ma mère pour lui dire, cette île appartient au clan Wabealo, donc nous la revendiquons, il faut la rendre. Ma mère n'a pas posé de difficulté, elle a été d'accord pour que cette île soit rendue en abandonnant la location. Le problème, c'est que les colons ne voulaient pas, l'administration ne voulait pas. Alors on a fait une lettre de revendication adressée à l'administration et adressée aux diverses autorités locales. On n'a pas eu de résultat. Alors on a décidé, tout en discutant avec le clan et la tribu, puisque la tribu soutenait les revendications, d'aller demander l'aide d'autres tribus. Et les autres, donc ils m'ont dit c'est à toi de le faire. Évidemment, nous c'est trop compliqué avec la coutume, toi tu peux y aller directement. Ils m'ont envoyé dans diverses tribus. Et je me suis tapé à pied 18 tribus. Et en suivant les chemins coutumiers du clan Wabealo. Et les gens des tribus ont été d'accord pour nous soutenir. Mais en disant très bien, on soutient la revendication de la tribu d'Unjo, mais il faut que la tribu d'Unjo vienne nous aider par la suite à défendre nos propres revendications. Et au départ, une revendication qui avait commencé par une famille, par un clan, soutenue par la tribu, on s'est retrouvé avec 25 tribus qui réclamaient un échange, puisqu'on avait fait signer des lettres de soutien par 25 tribus. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de monter ce qu'on a appelé un comité de revendication de terre de la côte ouest, et on a pris qui prenait en charge l'organisation, les revendications de terre de tous les clans de ces 25 tribus. Et comme à l'époque les colons souvent menacés de mort, parce qu'ils ont l'habitude de menacer les Kanaks en leur montrant les fusils, en leur tirant dessus pour les effrayer, on était obligé d'organiser des actions pour montrer aux colons que nous, dans les réserves, on revendiquait nos terres claniques, mais qu'on était prêt à se battre pour récupérer nos terres. Quand vous voulez bien considérer que le gouvernement français était responsable de la situation, donc que c'était à eux de s'arranger avec le gouvernement français pour qu'ils obtiennent un dédommagement conséquent, de façon à ce que le gouvernement, après, nous réattribue les terres que nous revendiquions. Et notre activité, au niveau des revendications de terre, a commencé en 1980. Je suis arrivé fin 79, fin 80, on avait monté le comité de revendication de terre. Début 80, on a lancé des occupations de terre. Fin 80, j'étais en prison à cause des occupations de terre. Et on a dû faire une dizaine d'occupations de terre chez des colons qui venaient parfois avec des fusils. On se retrouvait quelquefois avec 300 colons sur le dos armés de fusils, complètement sous, parce que depuis le matin ils buvaient. Et jusqu'en 84, ça a été la création du FNLKS avec les partis politiques, avec le comité de revendication de terre, avec le groupe des femmes Kanak et exploitées, avec l'USTKE, le syndicat Kanak, ont formé une structure nouvelle qui prenait en compte toutes les structures de combat sur le terrain, comme l'USTKE, comme le comité de terre, comme le groupe de femmes Kanak, et les partis politiques. Et à partir de ce moment-là, le FNLKS a été créé, et comme il y avait des élections à cette époque-là, s'est lancé dans une politique d'opposition sur le terrain qui a cumulé avec les barrages, qui a cumulé avec l'assassinat par des extrémistes blancs dans une embuscade de 10 Kanaks de Yingen dans le frère à Jean-Marie Tshibao, dans 2 frères à Jean-Marie Tshibao, et par l'assassinat à l'époque de Pisani, les gardes Pisani de Éloi Machereau. Pour revenir sur les occupations de terre là, que vous avez commencées, est-ce qu'il y en avait déjà eu sur le territoire de ces occupations, ou est-ce que vous étiez parmi les premiers? Non, les occupations de terre avaient commencé en 1978, avec le mouvement politique qui s'appelle l'UPM, l'Union progressiste mélanésienne, aidée du Palika. Alors, ces occupations de terre s'étaient passées dans la région, dans la Haute-Wailou,
dans la haute vallée de Wailuo, et à Point-d'Imier. À Point-d'Imier, où bon, la tribu d'Amois a fait une occupation de terre chez un dénommé De Villers, et bon, ils se sont fait... Les gendarmes mobiles sont arrivés, ont allongé les gens de la tribu sur le sol avec les femmes, les hommes, les ont tabassés systématiquement à un coup de matraque. Et à cette époque-là, le gouvernement a préféré discuter avec les leaders indépendantistes, les leaders qui étaient impliqués dans le mouvement, pour leur dire bon, vous arrêtez, on vous donne quelque chose, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est à cette époque-là que les gens demandaient la création d'un organisme de prêt au Kanak pour le développement, donc qui a permis la création du FADIL, du Fonds d'aide au développement de l'intérieur et des îles. À partir de ce moment-là, les revendications de terre, les occupations de terre ont été bloquées. Et nous, on n'a fait que reprendre en 1980 un mouvement qui était né. Parce qu'il nous a fallu 1 an pour discuter entre nous, toutes les tribus, qu'est-ce qu'on allait faire de la terre qu'on allait récupérer. Parce que c'était pour faire comme devenir des colons Kanak, ou permettre à la communauté de continuer sa vie en groupe. Donc vous, ce que vous vouliez, c'était que la communauté continue sa vie en groupe. C'était que la communauté continue sa vie en groupe, parce que c'est le groupe qui a permis au peuple kanak de survivre culturellement par rapport au choc colonial et par rapport aux agressions systématiquement du système colonial. Alors là, vous trouviez complètement investi personnellement dans cette action. En définitive, est-ce que c'était un peu racheter ce qui s'était passé, enfin ce qu'avait fait votre famille, votre grand-père adoptif, etc. Vous sentiez une responsabilité là vis-à-vis des Kanaks? Ben, disons que je me sentais mal plutôt vis-à-vis de la famille qui m'avait adopté, le clan Wabalo, et que je me sentais un peu mal dans ma peau vis-à-vis d'eux, parce que quand je vivais chez eux, ils m'ont soigné, ils m'ont permis de me rétablir en m'aidant à remettre mon handicap en marche, ma jambe, de marcher, etc. Ils m'ont accueilli sans problème. Les vieux discutaient avec moi, on faisait la fête ensemble, on riait ensemble, ils me racontaient leurs histoires, ils me racontaient la colonisation, le travail obligatoire, quand ils étaient obligés de faire les routes en cassant les cailloux à la masse, et que l'eau qu'on leur donnait à boire était dans des touques à pétrole, donc elle était imbuvable, et on les obligeait à boire ça, et s'ils étaient pris de malaise, comme on les envoyait en prison, parce que pendant qu'ils étaient pris de malaise, on disait qu'ils ne travaillaient pas, donc ils étaient fainéants, etc. Donc ils m'ont raconté ça, les vieux Wabalo chez qui j'étais. Quand ils sont partis de l'île Oconienne, ils sont venus sur un terrain qui s'appelait, à 5 km de la tribu d'Unjo, à Pidjen, et de cet endroit ils ont été chassés à coups de fouet par les gendarmes de l'époque et par les colons. Alors les gendarmes sont arrivés, ont brûlé les cases et les ont chassés à coups de fouet, et eux les vieux avec qui je discutais à cette époque-là, ils avaient 11 ans, ils avaient 12 ans, ça se passait en 1920. Alors ils me racontaient ça, et moi qui venais de Paris avec des idées plus ou moins égalitaires, gauchistes ou n'importe quoi, suite aux turbulences de 1968, j'ai débarqué sur notre planète. La planète qui s'appelait la France, puisque c'est une colonie française. Et alors toutes ces actions justement de la colonisation française sont très présentes encore dans les mémoires des vieux qui vous en parlaient. Les vieux, c'est toujours présent, parce que les vieux le vivent tout le temps. Quand ils sont entre eux, ils se racontent leur histoire. Quand on leur pose des questions, ils racontent volontiers qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est amusant, la première fois où ils se sont aperçus que ça pouvait être différent, c'était dans la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils ont vu les Américains débarquer et qu'ils ont vu des soldats noirs avec des soldats blancs qui étaient traités à égalité et qui portaient des armes. C'était la première fois qu'ils ont vu des noirs traités d'une façon égalitaire avec les blancs. Et à cette époque-là, pendant cette période où il y avait les soldats américains ont protégé les Kanaks contre les Caldoches. Alors là donc, quand vous avez commencé à organiser avec eux
ces occupations de terre, vous avez été considéré comment? Comme un des leaders ou simplement comme faisant partie intégrante à ce moment-là de la tribu? Pas tout, enfin au début, les gens sont très méfiants. Alors moi, comme en France, on parle, mais les gens, ils ont l'habitude que des Européens, que des gens viennent les voir, leur parlent, les poussent à faire quelque chose, et quand ça va mal, ils se retirent. Donc vis-à-vis de moi, ils m'ont poussé en avant, ils m'ont mis en avant, ça me gênait d'ailleurs pas beaucoup, ils m'ont mis en avant, et ils m'ont laissé faire pour voir si j'allais jusqu'au bout de ma parole, si j'étais capable d'aller jusqu'au bout de ma parole. Et comme j'ai toujours fait ce que j'ai dit avec eux, finalement je suis devenu un membre intégrant de la tribu d'Unjo. J'ai été adopté plus ou moins coutumièrement par le clan Wabelo chez qui j'habite. Donc le conflit latent entre nous a disparu à partir de ce moment-là. Alors vous êtes allé donc jusqu'à la prison, et comment vous considérez à ce moment-là ceux qui vous ont emprisonné, c'est-à-dire l'administration française? Parce que bon, vous viviez en tribu, vous étiez pratiquement adopté par la tribu, ils vous considéraient comme un individu dangereux là-bas, sur place? Les Européens, oui, ils me considéraient comme un traître, parce que en Nouvelle-Calédonie, tous les métis sont du côté des Blancs. Et on l'explique comment, ça, que les métis soient plutôt du côté des Blancs? Les métis sont du côté des Blancs parce que c'est leur seule supériorité qu'ils puissent avoir vis-à-vis du Kanak. Et ils se positionnent en général du côté des plus forts. Ils se positionnent vers la société dominante qui peut leur donner des revenus économiques. Pour eux, les Kanaks sont des gens arriérés, sont des gens qui vivent en tribu, à la limite, sont des sauvages, parce que quand on entend les Caldoches réagir, pour moi les métis sont des Caldoches, ils parlent de liquider. Il faut liquider les singes. Une bonne fois pour toutes, comme ça on en sera débarrassé. Et quand ils parlent entre eux des Kanaks, c'est systématiquement fusil, liquidation. Alors quand il y a quelqu'un qui vient ou qui travaille avec les tribus, que ce soit au niveau professionnel comme des ethnologues ou des gens du service de l'agriculture, on le met en quarantaine. Il n'est plus fréquentable parce qu'il travaille avec les Kanaks. De telle façon que s'il veut avoir une vie sociale, il faut qu'il abandonne son travail vis-à-vis des Kanaks pour travailler seulement avec les colons. Autrement, il n'a pas de vie sociale avec les Européens. Et là-bas, tous les gens qui sont du côté des Kanaks sont des traîtres, et tous les Kanaks qui luttent pour l'indépendance sont des affreux communistes rouges qui ne cherchent qu'à égorger nos fils et nos campagnes. Donc c'est systématiquement à peu près ce dessin-là. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. En 1990? En 1990, malgré tout ce qu'on dit, des accords de Matignon, etc. Voilà, on va y revenir là-dessus tout à l'heure. Enfin, là, c'est un discours qui persiste. Un discours qui persiste. En 1988, à La Foi, par exemple, il y a un colon qui est descendu avec son fusil dans le village de La Foi, il est rentré dans une épicerie, il a vu deux Kanaks, il a mis une balle dans la tête au premier, il a blessé le second, et il a déclaré aux gendarmes « Je voulais descendre 20 leaders indépendantistes ». Et là, son procès a lieu actuellement, et les juges, les avocats disent qu'il a eu un grain de folie momentané, mais qu'il est très ami avec les Kanaks, donc ça ne sert à rien de le laisser en prison, parce que c'était un moment de folie qui s'explique et qu'il doit être libéré. Donc, mais là, personne ne réagit quand il s'agit de deux choses comme ça. Quand un blanc se fait un européen, enfin qu'un caldoche se fait descendre, là tout le monde se met à hurler. Et quand un imbécile de caldoche s'amène dans un magasin avec un fusil et descend du Kanak, à la limite c'est quelque chose de normal. Et à la limite, il ne faut pas en parler.
Alors, justement sur ces revendications de terre qui ont commencé donc dans les années 70, c'est quelque chose de profondément ancré, ça, chez les Kanaks, la terre. On va en reparler tout à l'heure. La terre est... Parce que le clan est issu de la terre. C'est un espace précis qui a donné naissance au clan. Donc ça, c'est sa terre clanique. C'est là où il est issu. C'est par rapport à cette terre qu'il se situe en rapport à l'univers. C'est là où il trouve toutes ces plantes médicinales pour se soigner. C'est là où il y a tous les vieux qui sont morts. C'est là où il est chez lui. Et il ne peut être que sur cette terre. Autrement, ailleurs, il est un étranger de passage. Mais il ne retrouve sa véritable dimension que sur sa terre clanique. Alors, toute la Nouvelle-Calédonie appartenait à des clans. Quand la colonisation est arrivée et qu'elle a massacré des tribus, parce qu'elle a massacré les gendarmes, l'armée venait tuer femmes, enfants, vieillards et tout, c'était la bonne époque de la colonisation, les gens ont été rejetés dans ce qu'on appelle des réserves, ou soi-disant les protéger parce qu'on déclarait la terre inaliénable. Mais tous les clans qui se sont réfugiés, qui ont été chassés, ont été dans des endroits qui appartiennent à des clans, à d'autres clans. Et ces clans-là les ont accueillis. Mais s'ils veulent revenir, ils veulent retravailler, ils veulent vivre, il faut qu'ils retournent sur leur terre. Là où la terre leur a donné naissance. Là où il y a leur tertre. Là où ils sont en rapport, en dimension avec tout l'environnement. Que ce soit un environnement mythique, magique ou social, puisque la structure sociale se retrouve dans la terre. Alors donc, après cette période de revendication, est-ce que vous avez obtenu des résultats concrets quand même? On a obtenu des résultats concrets parce que dans la région de Koné, on travaillait sur plusieurs communes. Sur Vaud, Koné, Pointe-Bout, Poya, Wailou, Poneriwan. Et à l'époque, on avait récupéré 8000 hectares. En 84, on avait déjà récupéré 8000 hectares. Malheureusement, les titres de propriété ne nous avaient pas encore été donnés en 84, avant les événements. Donc, quand le gouvernement Ponce Chirac est arrivé au pouvoir avec Bernard Ponce, ils nous ont, la plupart du temps, sur les terrains qu'on avait récupérés dans la plaine, ils nous ont systématiquement chassés. Bon, j'ai des camarades à la fois un jour, ils se sont retrouvés avec un convoi de colons armés, accompagnés de 2 gendarmes. Les colons et accompagnés des Wallisiens, la milice wallisienne de Nouméa. Les colons leur a dit, voilà un camion, vous mettez toutes vos affaires dedans et vous dégagez, autrement on vous met une balle dans la tête. Ils ont été obligés de partir. Ils n'ont pas encore récupéré leur terre actuellement, puisque c'est la province sud, donc c'est dominé par les Caldoches, et que là-bas, les indépendantistes, ils ne bougent pas beaucoup au niveau de la province sud. Et moi, avec ma tribu, on s'est fait chasser aussi d'un terrain de 450 hectares qu'on avait récupéré, par 250 gardes mobiles. Et aussi à Poneriwan, d'autres tribus ont été chassées violemment. Mais actuellement, il y a eu combien de récupérés? Alors, malgré ce qui s'est passé pendant la période de Ponce-Chirac, il vous reste combien de terres récupérées à peu près? Il doit nous rester à peu près 10 000 hectares dans les 3 communes. Alors sur ces terres-là, qu'est-ce que vous avez fait? Les gens se sont réinstallés? Est-ce qu'il y a eu des cultures, par exemple, ou de l'élevage, ou est-ce que les terres sont restées comme ça, récupérées simplement? Parce que ce que disent les colons, je vous pose cette question, parce que ce que disent les colons, que j'ai entendu, c'est oui, on récupère des terres, mais on n'y fait rien dessus. Alors ce sont des terres perdues. Après, le problème, c'est que, par exemple, quand c'était l'organisme, l'office foncier qui s'occupait des terres, mettait une condition, à la récupération des terres, mettait une condition de mise en valeur. Donc toutes les tribus, tous les clans ont fait des groupements. Ont prévu des groupements agricoles, des groupements d'élevage, etc. Mais il fallait des moyens. Il fallait des moyens, du matériel. Et ça dépendait de crédits, de subventions de l'administration. Les projets étaient tous prêts, les dossiers étaient tous finis. Les clans ont attendu
toute la période des socialistes, les crédits, toute la période de Pence, les crédits qui ne sont jamais arrivés. Donc sans ce matériel-là, ils ne pouvaient pas travailler. Donc les colons disent que les Kanaks récupèrent des terres, ne font rien, mais ce sont eux qui se sont arrangés pour bloquer tous les crédits, toutes les subventions. Et il y a effectivement des terrains, comme chez nous, au Honjo, où on a récupéré des terrains qui n'ont pas pu être mis en valeur, à part quelques têtes de bétail qu'on a mis dessus. Mais néanmoins, ils sont utilisés. Ils sont utilisés parce que depuis qu'on a récupéré du terrain, on a laissé pousser la paille qui nous sert à construire les cases. Cette paille que brûlaient systématiquement les colons pour nous obliger à acheter des tôles et acheter du matériel de construction dans leurs magasins. Alors René Guillard, est-ce que vous avez l'impression que actuellement règne encore en Nouvelle-Calédonie une situation coloniale? Tout à fait. Tout à fait. La situation, malgré toute une opération médiatique, n'a pas changé. On est toujours considérés comme des citoyens de seconde zone, puisqu'on a toujours un statut particulier, que c'est toujours les gendarmes qui ont la fonction de syndic autochtone, c'est-à-dire qu'il faut passer automatiquement par la gendarmerie pour faire des demandes, ou pour faire des mariages, ou pour faire des adoptions, etc. Et que nous sommes toujours dans nos réserves. Même si celles-ci ont un petit peu tendance à s'agrandir à travers les attributions de terre qui ont été faites depuis le dernier gouvernement. Mais reste la situation en face, le colon reste le colon ne change pas. Systématiquement, les possibilités des Kanaks sont minimisées. C'est-à-dire quand on obtient un diplôme, on n'obtient pas l'emploi auquel peut nous donner droit ce diplôme. La majorité de l'argent distribué par le gouvernement passe toujours dans les projets des Européens, où tout ce qu'on nous fait comme politique de développement, ce sont des grands projets comme des grands projets hôteliers. Ce sont des grands projets comme un port franc à Népouy, ou alors avec Aérodrome International, et arriver encore d'une masse d'Européens qui va détruire les équilibres locaux. Et enfin, moi ce que je pourrais dire, c'est qu'à Honjo, depuis que les gouvernements passent, nous on reste à regarder sur la route les belles voitures des colons qui passent. Mais nous, on continue d'être à pied. À ce niveau-là, sur cette réalité-là, la situation n'évolue pas. On est toujours dans la réserve et on a toujours très peu de possibilités d'obtenir des revenus et d'améliorer la situation à l'intérieur de la tribu. Alors justement, à Honjo, vous avez essayé, et vous y êtes parvenu quand même, de mettre en place des coopératives, une coopérative concernant la pêche par exemple. Alors qu'est-ce que ça a été ce projet exactement? Le projet de pêche, il remonte à 1982. C'était à l'époque du gouvernement Monroy. Et l'administration nous a aidés au niveau du matériel pour obtenir un camion pour livrer le poisson à Nouméa, une machine à glace pour pouvoir conserver le poisson qu'on pêchait dans la glace et l'amener en bon état à Nouméa. Et cette expérience est étendue sur Poum et sur Arama. Donc là, on a eu une aide du gouvernement, et comme on avait certains bateaux aussi qu'on avait obtenus par une aide du gouvernement, donc on a pu lancer une coopérative de pêche qui marche jusqu'à maintenant, qui s'est étendue puisqu'elle a monté un magasin d'alimentation dans la tribu, et en se fournissant directement, en achetant directement les produits sur Nouméa. Et cette coopérative vend 600 kg de poissons par semaine sur Nouméa. Et à partir de 1984, on a été la seule coopérative de pêche qui ait fonctionné en milieu kanak en Nouvelle-Calédonie. Parce que Arama et la coopérative de Poum s'étaient cassé la figure suite à des problèmes internes.
Alors justement, puisque cette coopérative fonctionne, est-ce que vous avez le soutien encore actuellement de l'administration? En disant qu'il y a chez nous, il y a deux niveaux. Il y a officiel, il y a le groupement de pêche qui s'appelle le GAO, qui a le soutien de l'administration. Mais à côté, on a monté une association de développement et d'amélioration de la vie tribale qui s'appelle la DAVT. Et cette association est faite pour permettre aux jeunes de pouvoir intégrer la vie économique ou alors intégrer les compétitions de prestige dans leur propre société. Et c'est cette association qui essaye de trouver une voie nouvelle adaptée au milieu kanak pour le développement, qui est en but au refus systématique de l'administration. Disons, ce que tente de faire, ce qu'essaye de faire le gouvernement français, c'est un développement type exogène, c'est-à-dire on nous cite en exemple l'économie, le libéralisme économique, et on veut nous intégrer plus ou moins de force dans l'économie de marché, mais comme dans les pays africains, ça ne correspond pas à la mentalité, ça ne correspond pas à la façon de vivre des gens. Et ça crée à l'intérieur de la communauté de nouvelles divisions sociales, et ça crée des conflits. Et tout conflit dans une réserve, puisqu'on est parqué dans des réserves, avec des clans qui viennent de loin, qui sont propriétaires du terrain, ou alors qui sont plus ou moins alliés ou ennemis, ça crée des déséquilibres dans les rapports entre clans. Donc ça crée des attitudes d'opposition. Pour le groupe, l'intérêt c'est que le groupe continue à exister. Si un projet de développement arrive dans ce groupe, quel que soit l'intérêt de ce projet, s'il a pour effet indirect de provoquer des conflits, d'être déstructurant vis-à-vis du groupe, le groupe va finir par le rejeter. Pas de franc. Il ne va pas le rejeter de franc en disant ce projet n'est pas bon, on n'en veut pas. Parce que chez nous, on ne dit jamais non. Mais il va adopter une attitude passive vis-à-vis du projet. Et cette attitude passive va avoir pour finalité de transformer le projet en échec. Nous, ce qu'on cherche à faire au niveau du développement, c'est d'abord rendre le jeune kanak fier de sa propre culture. Il existe chez nous un principe de vie qu'on appelle on réagit par rapport à un principe de vie qui s'appelle le prestige social. Le mouvement induit par ce prestige social, c'est les compétitions pour le prestige social. Parce qu'on cherche avant tout, c'est à réintroduire ou à accélérer ces compétitions de prestige social vis-à-vis des jeunes, même vis-à-vis des vieux. Et en leur donnant les moyens de s'insérer dans ce cadre-là. C'est-à-dire, chez nous, plus on donne, plus on est considéré. Plus on s'investit dans la vie du groupe, plus on est considéré. Et plus on donne, ça peut être à travers le don. Donc, en fait, le don, la pratique du don à but de prestige social est un facteur de blocage de l'accumulation matérielle. Et plus les gens donnent, s'investissent dans leur groupe, plus ils sont considérés, plus ils sont importants. Et nous, je ne sais pas, chez nous, plus on en a, plus on est important. Plus on peut écraser les autres, plus on est important. Dans la civilisation occidentale. Dans la civilisation occidentale. Donc, comme on n'a rien au niveau de la réserve, on cherche à créer des activités qui permettent aux jeunes de s'investir et d'apporter beaucoup à leur groupe, de façon à ce que le groupe les considère en tant qu'hommes, en tant que personnes, en tant qu'être humain. Et qu'ils puissent récupérer une considération sociale qu'ils n'ont pas, parce que ce sont des jeunes, d'abord parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils n'ont pas de champ, parce qu'il n'y a pas de terre, et que chez nous, si on n'est pas marié, on n'a pas le droit à la parole. Et bon, s'ils n'ont pas de champ, ils ne peuvent pas produire, ils ne peuvent pas avoir les coutumes nécessaires avec les ignames pour pouvoir faire les rites de mariage, donc ils ne peuvent pas se marier, ils n'ont pas de maison, etc. Donc nous, en faisant des activités qui leur permettent d'intégrer les compétitions de prestige social, on les rend fiers d'eux-mêmes, on les rend dans leur propre société,
On leur permet d'assumer leur vécu dans la tribu sans être partagés entre le monde des Blancs et le monde kanak. Et ces activités, qu'elles soient à but culturel, elles peuvent avoir un but indirect de leur faire obtenir un petit revenu. Un petit revenu qui sera un début d'amorce économique. À partir du moment où on arrivera à multiplier ces activités à but culturel, d'investissement dans les compétitions de prestige social ou à but de revenu économique, on arrivera à enclencher d'abord une dynamique sociale. Le groupe va retrouver sa dynamique sociale et on espère que ça va aboutir sur une dynamique économique. Cette dynamique, comme on aura réamorcé là, une dynamique sociale culturelle, on espère que ce mouvement va tendre à créer de nouvelles valeurs culturelles chez le peuple kanak. Ces nouvelles valeurs qui seront accrochées à ce qui fait le particularisme du peuple kanak, mais qui ne seront pas une pâle copie de ce que nous apporte le monde européen. Et qu'à partir de ces nouvelles valeurs qui nous permettront de nous adapter à l'environnement extérieur, comme au mécanisme de l'économie de marché, et mécanisme de l'économie de marché ne veut pas dire adopter les divisions sociales induites par l'économie de marché type européen. À partir de là, nous, on aura une réalité culturelle avec de nouvelles formes de régulation sociale dans nos groupes qui nous permettront d'intégrer les mécanismes commerciaux, mais en produisant des valeurs qui nous permettent d'intégrer ces mécanismes sans en adopter les divisions sociales induites. Et cette expérience, enfin ce que on tente, puisque nous on ne veut pas ressembler aux Européens, on veut être nous, Kanak, est systématiquement bloqué par le gouvernement français, qui lui ne tente de mettre en avant qu'un développement type exogène, un développement où on ne fait que reproduire le schéma occidental. Alors vous misez beaucoup donc, sur les jeunes Kanaks actuellement pour transformer justement cette société coloniale. Est-ce que c'est parce que justement il y a beaucoup de jeunes actuellement chez le peuple kanak? Oui, chez le peuple kanak, on peut demander aux camarades de Rebas, il y a la moitié des jeunes en moins de 25 ans. La moitié de la population en moins de 25 ans. Effectivement, 50% de la population a moins de 25 ans. Et c'est justement cette masse de la population qu'il faut arriver à gérer malgré les accords de Matignon qui semblent recevoir le consensus ici en métropole. Et alors ces jeunes, ils se sont manifestés donc à différentes occasions, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir apparaître les jeunes Kanaks à l'occasion des conflits justement, parce que jusqu'à présent, il semblait qu'ils étaient plus sous l'autorité des personnes âgées dans les tribus qui ne bougeaient pas beaucoup, et là on a commencé à les voir arriver lorsqu'il y a eu des conflits, et puis maintenant à Nouméa. Oui, puisque ce sont ces jeunes-là qui sont les victimes, de la colonisation aujourd'hui. Puisqu'il existe encore une situation de colonisation en Nouvelle-Calédonie. Et c'est eux qui sont les victimes aujourd'hui du fait qu'ils ne trouvent pas où tout est fait pour qu'ils ne se situent pas dans la société moderne. Puisque cette société moderne, telle qu'elle est vécue en Nouvelle-Calédonie, est chasse gardée. Et chasse gardée justement par les colons, par la population dominante du territoire. Donc du fait qu'ils sont victimes, ce sont ces jeunes-là qui réagissent. Et je crois que tout le travail qu'il y a à faire pour contenir les choses, pour que les choses continuent d'être viables en Nouvelle-Calédonie, dépend
dépend des Kanaks, et le travail des, comment dire, des responsables Kanaks, surtout en Nouvelle-Calédonie, c'est de contenir cette jeunesse qui aujourd'hui explose. Et c'est le risque pour un avenir proche. Alors, Rebas, vous parlez des jeunes parce que vous êtes occupé pendant de nombreuses années de ces jeunes, vous continuez d'ailleurs à vous en occuper, au niveau de l'agriculture. Alors, quelles ont été vos fonctions pendant de nombreuses années là? Oui, j'ai travaillé 10 années, de 78 à 87, dans une institution qui essaye de former des jeunes agriculteurs. Ça s'appelle les maisons familiales rurales. Bon, nous essayons de prendre en compte le problème rural, donc avec les tribus kanaks, puisque jusque-là le développement en Nouvelle-Calédonie, le développement agricole n'existait pas, ou pour tout dire, le développement économique en Nouvelle-Calédonie est limité ou contrôlé. Donc face au blocage de l'enseignement, à l'absence de volonté de développement économique et social du territoire, nous avons pensé à la formation agricole. Mais une formation agricole qui s'intéresse au milieu rural. Milieu rural, donc avec une population essentiellement kanak. Disons, la particularité de cet organisme de formation, c'est que ce sont des associations type 1901, qui veut dire que chaque école sont gérées par la population locale à l'échelle d'une commune, c'est-à-dire entre 2000 et 4000 personnes, donc gérées par les populations, gérées par les professionnels, les parents, qui sont concernés par le devenir du milieu. Ça, c'est une première chose, donc le fait associatif. La deuxième chose, c'est qu'il y a un principe pédagogique qui est intéressant, puisqu'elle essaye d'allier l'école avec les réalités locales. C'est ce qu'on appelle cette pédagogie de l'alternance, c'est-à-dire un moment à l'école et un moment sur les réalités vécues, pour essayer de faire en sorte que les acquis à l'école soient des acquis qui permettent d'améliorer le vécu. Ce qui veut dire que les programmes de formation sont des programmes qui sont montés par les gens eux-mêmes en fonction de ce qu'ils veulent améliorer, de ce qu'ils veulent développer et de ce qu'ils maîtrisent le mieux, avant de passer à autre chose. Alors ce type de formation, est-ce que ça a été un type de formation proposé par les Kanaks, une demande des Kanaks, ou alors est-ce que ça a été, une fois de plus, des experts qui ont dit tiens, il serait peut-être pas mal de faire aussi de la formation agricole? Je dirais que c'est un projet qui est le fait des Mélanésiens, des Kanaks. Des Kanaks qui reçoivent continuellement les enfants, leurs propres enfants, qui reviennent des écoles, qui sont les échecs des écoles. Donc, aussi bien des écoles laïques que des écoles religieuses? Des écoles laïques que des écoles religieuses, puisque le programme reste le même. Alors, le problème pour le milieu rural, surtout les milieux kanaks, c'est que les jeunes reviennent à la tribu sans pouvoir, reviennent, rendre plus difficile la vie tribale, du fait de l'agrandissement de la population, du fait de la limitation des possibilités économiques. On peut parler des problèmes de terre dans les réserves, de la limitation, et du fait aussi
comment dire, du problème de réinsertion ou d'harmonie entre le jeune qui a suivi une formation destinée à vivre à l'extérieur, notamment complètement en dehors du territoire, et la manière de vivre dans les tribus. Donc il y a une espèce de déséquilibre à ce niveau. Donc je veux dire que les maisons familiales ont essayé de répondre, donc, du fait associatif, du fait pédagogique, à essayer de mettre en commun ces deux mondes qui cohabitent, le monde kanak et le monde moderne, qui cohabitent pour essayer d'adapter, de faire non seulement d'adapter, mais d'engager une recherche qui n'existait pas jusque-là, une recherche des conditions et des moyens pour engager un développement adapté du monde rural calédonien, qui n'existait pas jusque-là puisque la volonté n'y était pas. Alors, quelles ont été les réalisations concrètes? Quels résultats vous avez abouti en combien d'années? Alors je dirais le premier résultat que l'on peut avancer au bout de 10 années, c'est que cette expérience a permis d'engager un mouvement populaire, surtout kanak, un mouvement populaire pour une prise en charge en vue d'un développement. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que on se plaint que les jeunes reviennent à la tribu et n'ont pas leur champ, ne sont pas actifs pour apporter leur part dans les moyens de subsistance, puisqu'il faut dire qu'en tribu, l'économie, c'est une économie de subsistance avec les produits vivriers, les cultures vivrières. Et on reproche donc aux jeunes de ne pas avoir leur champ. Donc l'un des premiers résultats que l'on peut dire pour les maisons familiales, c'est que a permis un dialogue entre jeunes et vieux, anciens, donc une meilleure collaboration pour gérer les moyens, les facteurs de production et les facteurs aussi socioculturels. Ce qui fait que les jeunes contribuent en leur champ jusque-là. Je dirais, par exemple, en 1984, lorsqu'on commençait les événements, je crois qu'en général, on a été d'accord pour dire qu'il faut maintenir, sinon renforcer la production vivrière, la nécessité de s'autosuffire au niveau alimentaire. Ça, c'est donc parmi les résultats que l'on peut dire. L'autre résultat qui est intéressant, c'est par rapport à l'administration coloniale locale, où l'on a pu démontrer que même si l'expérience ou si les moyens sont extérieurs, le kanak peut très bien se l'approprier, et parce qu'il se l'approprie, qu'il l'utilise au mieux que quiconque. Donc l'expérience des maisons familiales de 10 années me permet de dire les kanaks l'ont maîtrisé, l'ont géré pendant ces 10 ans, et ça continue de fonctionner. Et je dirais, parmi ce qui existe sur les territoires par rapport au problème du développement, c'est l'un des organismes qui continue de fonctionner et qui touche réellement la population mélanésienne. Alors en 1984, quand les événements ont commencé, est-ce que parmi vos élèves ou vos enseignants dans les maisons familiales, il y a eu des militants qui ont participé à ces événements, qui ont pris position? Effectivement, il y a eu, je pourrais dire, au niveau du fonctionnement de l'école, parce qu'il faut dire, il y a les élèves dans les maisons familiales, il faut considérer les élèves qui suivent une formation, mais il y a aussi les parents et les gens qui font partie de l'association, et aussi les moniteurs, les formateurs qui, eux, sont des locaux, sont des gens du pays. Et travailler dans les maisons familiales, c'est au départ une espèce de militantisme par rapport au développement. Donc effectivement, pendant les événements de 84, il y a eu
l'école a continué à fonctionner contrairement à beaucoup d'écoles qui ont carrément fermé. La maison familiale, eux, ont continué à fonctionner. Mais il a été assez difficile de gérer au niveau des moniteurs et des élèves et du fonctionnement des associations, de gérer entre la participation des gens à une structure à laquelle ils militent, donc les maisons familiales pour son fonctionnement, et en même temps leur militantisme par rapport aux événements qui se passaient à la même époque. Donc je veux dire que beaucoup de gens ont été partiellement dans les événements et partiellement dans le fonctionnement. Mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les gens ont réussi à faire fonctionner les associations, les écoles, tout en étant partie prenante aussi des événements. Alors être partie prenante des événements, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire s'occuper des barrages, faire des revendications de terre, prendre position, disons, pour des actions qui parfois ont été violentes quand même sur le terrain. Oui, il y a une participation active de la part des gens qui s'occupaient des maisons familiales. Disons que la participation de beaucoup de gens qui ont été dans les maisons familiales, ça a été je pense en grande partie de donner aux événements une espèce de contenu par rapport au problème du développement, au contenu bon, il y a eu effectivement les actions, les barrages et autres, mais les gens qui étaient dans les maisons familiales avaient entre 84 et 78, donc il y avait 6 ans, 7 ans de passé, d'expérience, donc ont permis de donner un contenu par rapport à ce que les événements voulaient traduire. Alors les événements voulaient traduire, disons, le souhait d'atteindre une indépendance assez rapidement. Est-ce que c'est aussi toujours dans un des objectifs que se fixe, disons, le peuple kanak en général, et d'autre part, vous, avec les maisons familiales, essayez de donner un contenu à cette indépendance? Oui, je crois que bon, l'une des résultats dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement avec les maisons familiales, d'avoir démontré que les Kanaks sont en mesure de proposer autre chose qu'ils sentent comme étant adapté, et de pouvoir le proposer à l'administration, face à l'administration, exister face à l'administration. Cette fameuse administration, alors, dont on parle toujours, on parlait de l'administration pénitentiaire, l'administration coloniale, c'est vraiment un mur pour les gens en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a l'impression que tout le monde se heurte à cette administration. Oui, c'est un mur dans la mesure où si l'on regarde, si on se situe sur un plan du développement, c'est un mur parce que il faut casser des privilèges. Et ces privilèges-là sont entre les mains des Caldoches qui contrôlent l'administration du pays. Aussi, c'est un mur parce que d'homme à homme, je veux dire, les Kanaks, bien sûr qu'ils évoluent dans un certain sens par rapport à un certain objectif politique qui est l'indépendance, par rapport à un objectif économique qu'ils sont prêts à mettre en évidence, à rechercher les modèles, les références. Et entre eux, au niveau du groupe Kanak, il y a une vie en groupe qui existe, il y a une solidarité en groupe qui existe, il y a un peuple qui est là, avec une manière de vivre, une manière d'être, une identité. Mais en face, les Caldoches, qu'est-ce qu'ils sont? Il n'y a pas de dialogue possible. Il n'y a rien à échanger, sinon des conflits, où on échange des choses issues de conflits. Autrement, quel sujet de conversation peut-on avoir avec ce mur? Je veux dire que... Vous identifiez l'administration au Caldoche, alors, ou à des gens aussi qui sont envoyés de France et qui décrètent
Oui, j'identifie l'administration au Caldoche dans la mesure où, je crois que je ne suis pas le seul à le dire, les Caldoches de Nouvelle-Calédonie ont réussi à prendre en otage le gouvernement central ici en métropole, ce qui veut dire que l'administration locale en Nouvelle-Calédonie, qui est encore plus près de ses privilégiés, on sent comment dire, les serviteurs de cette catégorie de la population. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, un administratif métropolitain qui arrive sur le territoire, même s'il a de bonnes intentions, au bout d'un certain temps, ces intentions disparaissent face aux barrages, aux freins que font les Caldoches. Oui, il peut effectivement partir avec des bonnes dispositions au départ, mais arrivé sur place, il y a donc ce blocage qui existe, de deux choses. Ou bien il persévère, et ça suppose pour lui de choisir un camp, ou bien tout simplement il ne prend pas en compte les problèmes qui existent sur le territoire, et il se fait tout petit en Nouvelle-Calédonie, termine son contrat et repart en métropole. Mais je veux dire je ne vois pas comment individuellement, puisque je crois qu'il faut le situer là, puisque le système est là, individuellement, je ne crois pas que ils peuvent s'engager réellement à chambouler les choses, à essayer de remettre en cause un certain nombre. En tant qu'individu, c'est très difficile. Alors oui, parce que vous avez été quand même en contact avec l'administration, puisque vous étiez le responsable des maisons familiales, toujours à négocier sans doute à Nouméa. Et c'est votre analyse en somme, c'est-à-dire qu'il est difficile de faire avancer les choses face à cette administration. C'est cela, parce que comme je disais, l'expérience des maisons familiales a démontré que l'on peut faire avancer des choses même avec l'administration locale, à condition que l'on détermine au départ pour qui on roule, et bien sentir quels sont les outils dont on dispose pour avancer. Et je disais que le problème du développement des Kanaks, du territoire, pour les Kanaks, ce sont eux qui peuvent le faire. Ce sont eux qui connaissent mieux leur manière de vivre et les moyens pour faire bouger ce milieu. Et lorsqu'on se trouve devant l'administration locale, lorsqu'on parle du monde mélanésien, pour eux c'est un inconnu. Ils ne connaissent pas le monde mélanésien. L'administration sur les territoires, comme je le disais, travaille tout à l'heure, travaille pour le milieu européen. En agriculture, elle intervient, le service de l'agriculture par exemple, intervient particulièrement sur la côte ouest, sur des productions, sur des exploitations qui produisent des produits commercialisables sur le marché local ou extérieur, en sachant que le marché est contrôlé par les Caldoches du pays. Donc je vais dire que les choses sont possibles de mettre en route lorsque l'on sait au départ pour qui on roule. Ce milieu-là, on le connaît et personne d'autre ne le connaît. Je crois que c'est l'avantage que nous avons eu en maison familiale, c'est que nous nous sommes affichés pour un développement du milieu rural et l'administration locale, je dirais, est incompétente pour y penser, puisque jusque-là, elle n'a pas cette expérience, elle n'a pas ce vécu. Et alors, est-ce que vous avez pu justement le faire partager, ce vécu, puisque vous l'avez? Est-ce que vous avez pu leur expliquer certaines choses? Est-ce qu'ils ont compris à votre contact ce que c'était que ce milieu mélanésien? Oui, je pense qu'ils ont compris, puisque donc l'expérience des maisons familiales continue maintenant, même si nous avions 13 associations en 87, je crois que là, cette année, on peut dire qu'il y a
quelques associations qui ont fermé. Parce que c'est dû, je pense, à un problème d'orientation des objectifs de formation, de développement. Je prends des régions par exemple comme OVA. Il faut penser le développement de cette île, OVA, enfin pour les gens d'OVA, plus orienté vers ou le tourisme ou la pêche. Ce qui n'est pas le cas. Beaucoup de l'administration continue à proposer par exemple des séchoirs à bananes à OVA. Donc je veux dire que les gens sont en mesure de savoir quelle orientation adaptée il leur faut, mais encore faut-il que l'administration soit favorable à un développement global du territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ok, on dit par exemple maison familiale, continuez à faire de la formation agricole, tout en sachant les limites de l'agriculture compte tenu du problème de foncier dans les réserves, et ne veulent pas qu'on parle du problème de la pêche, par exemple. Alors qu'on est sur une île, il n'existe pas de formation à la pêche. Alors vous parlez de développement, c'est votre préoccupation. Est-ce que vous pensez que la Nouvelle-Calédonie est un pays sous-développé actuellement? Oui, je pense que c'est un pays sous-développé si on considère le revenu des gens. Bon, je crois qu'il est affiché que globalement, c'est le pays qui a un revenu à l'habitant le plus riche du Pacifique et le plus près, par exemple, de celui du niveau de vie en métropole. Mais si on va plus dans les tribus, on s'aperçoit que les gens n'ont pas de revenus. Donc, à ce niveau-là, effectivement, il y a sous-développement. Et les tribus, c'est le cas de toutes les tribus du territoire, où la plupart des gens n'ont pas de revenus et ne sont pas considérés comme chômeurs, ne sont même pas considérés au niveau de la couverture sociale du territoire. Il y a sous-développement par rapport à ce côté économique. Mais si on considère toujours ce milieu mélanésien, si on prend le côté qualité de la vie, je ne crois pas qu'il y a sous-développement. Donc je dis qu'il y a sous-développement par rapport aux revenus, comparé à des revenus globaux que l'on veut donner en image pour l'ensemble du pays. Mais par rapport à la qualité de la vie, je ne crois pas qu'il y a sous-développement et qu'il y a beaucoup de possibilités. Et c'est justement cette possibilité-là, c'est peut-être une richesse que d'autres pays en voie de développement n'ont pas. C'est ce fait que les Kanaks ou les gens qui n'ont pas ce revenu ont d'autres facteurs très importants qui peuvent contribuer à un développement assez rapide et très viable. On va à Nouméa, c'est vraiment la vitrine, une vitrine très développée de l'économie occidentale. On rentre dans les tribus, c'est le jour et la nuit. Très souvent, j'ai été à la tribu de Néami qui se trouve dans la chaîne, dans la région de Koné. Le matin, on mange des carottes grillées, des bananes grillées. L'après-midi, on mange des taros et des ignames. Le soir, on mange des taros et des ignames. Et il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Et les gens se nourrissent de bananes, de taros, d'ignames, de manioc toute la journée. Quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est là qu'on sort la boîte de sardines, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais les gens n'ont pas de revenus dans les tribus de la chaîne, les colporteurs ne venant pas dans les tribus de la chaîne. Ou même quand on arrive à vendre des produits, les colporteurs les achètent à des prix tellement bas que ça ne permet pas d'avoir... Ça permet d'acheter le thé, ça permet d'acheter le sucre,
Ça permet d'acheter le riz, mais bon, sorti de là, c'est très difficile. Les tribus n'ont pas de revenus parce que rien n'a été fait en fait pour les tribus. Tout a été fait pour les colons, puisque le système s'est construit sur la société coloniale, et en faveur de la société coloniale. Les Kanaks, faisant partie du paysage et faisant partie du folklore quand on avait besoin d'utiliser un folklore. Mais rien systématique. On a toujours laissé les tribus dans les réserves, quand on leur a pas diminué les réserves. Mais rien n'a été fait vraiment pour elles. Il y a les tentatives de développement du gouvernement actuellement. Si on prend la région de Kanala, c'est de lancer des groupements où on fait de la culture de riz, du riz de montagne. Bon, c'est déjà une culture qui n'a pas d'avenir dans un pays comme la Calédonie où il y a très peu de terres cultivables et où on a toute la riziculture des pays du sud-est asiatique qui produisent à des tarifs, à des taux très bas. Donc ce qui veut dire que avec le café, avec le riz, on va nous obliger à produire des cultures à but de subvention. Si elles ne sont pas subventionnées, ça ne va pas marcher. Donc on est en train d'établir dans quelques tribus un ancrage dans le système colonial. Vous produisez, mais vous produisez des cultures qui ne vivent que par les subventions. Si vous ne faites pas ces cultures, vous n'avez pas de revenus. Alors, on n'entend pas à rendre les tribus Kanak indépendantes économiquement. Donc ça sera toujours une dépendance économique de plus en plus accentuée, comme faire de la pomme de terre à Lifou, ou faire de la pomme de terre à Marais. Ce sont des cultures qui seront comme pour les caldoches subventionnées. Comme en Nouvelle-Calédonie, c'est une économie artificielle. Tout ce qui est fait en dehors du nickel est subventionné, que ce soit la viande, que ce soit la patate, la pomme de terre, que ce soit le troca, que ce soit le copra, du cocotier, tout est subventionné. On ne nous laisse pas de possibilités de sortir du système. Quand on nous donne des possibilités, c'est au contraire pour nous ancrer davantage. Mais on a deux mondes totalement différents, et deux mondes qui ne pourront pas se comprendre parce qu'ils resteront totalement différents. Et s'il y a quelques tribus qui ont la chance de faire des productions, des cultures subventionnées, beaucoup d'autres n'auront pas cette chance. Et on restera, même si on gagne des terrains, on restera dépendant d'un marché qui ne fait que 70 000 consommateurs, qui est essentiellement européen, et on sait très bien que les Européens ou les Caldoches n'achètent pas des produits Kanak. Donc on aura toute une marge de la population, une marge majoritaire de la population qui va rester au stade où elle en est actuellement. C'est-à-dire qui va attendre, qui va espérer et qui ne verra jamais rien venir parce même au niveau des instances indépendantistes, rien n'est proposé pour leur permettre d'accéder à des cultures ou à des activités économiques qui leur permettent d'être indépendants d'abord chez eux dans leur tribu. Alors est-ce que ce souci justement économique est important pour vous par exemple, ces problèmes de développement en vue d'une indépendance, parce que le FLNKS milite pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Bon, mais alors comment vont être résolus ces problèmes? Est-ce qu'il y a des projets et quels sont les vôtres s'il n'y en a pas? Il y a des projets, il y a beaucoup de projets en au niveau des tribus, mais au niveau des instances indépendantistes, ce sont surtout des projets du genre, comme je le disais précédemment, complexe hôtelier. On veut faire un complexe hôtelier de 400 chambres à Lifou, on veut monter des marinas avec port de plaisance à Kanala d'un coût de 2 milliards, on veut faire un port franc avec un aéroport international à Népouy. Il y a des projets, mais ce ne sont pas des projets qui vont rendre les gens indépendants chez eux dans leur propre tribu. Ce sont des projets qui vont les attirer, qui vont les sortir de leur tribu.
donc ils vont avoir tendance à les déstructurer au niveau de leur communauté. Si les gens sont obligés de travailler dans la Marina Canala, dans les hôtels ou alors au Port-Franc, ça ne change pas. Alors, est-ce que vous avez une possibilité de dialogue avec ces responsables indépendantistes? Est-ce que vous leur avez dit, là, ce que vous dites actuellement? Est-ce qu'ils le savent? Ça, pour le savoir, ils le savent, parce que que ce soit dans des congrès ou dans des réunions politiques, bon, chacun a le droit de s'exprimer. On le dit ouvertement. Mais ce ne sont pas des gens qui cherchent, ce sont des gens qui, comme le gouvernement français, voient dans le développement une question de rentabilité à court terme. Il faut prouver qu'on est aussi doué que les Blancs ou qu'on est encore plus doué que les Blancs. Il faut leur montrer quelque chose à court terme, comme quoi on réussit quelque chose dans leur propre système à eux. Et on ne cherche pas une voie adaptée aux valeurs culturelles kanak. On ne cherche pas à créer un développement à l'intérieur de la tribu qui permette à la communauté de se vivre en tant que particularisme culturel. Vous êtes d'accord avec cette analyse-là de la position des responsables indépendantistes, disons, des responsables du FLNKS? Oui, je crois qu'ils en sont conscients. Mais effectivement, le problème du développement en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de sa situation actuelle, et je crois qu'on est en face d'un pays neuf où il y a beaucoup de possibilités en matière de développement, à inventer le développement de ce pays. Le problème, c'est que il n'y a pas de modèle. On n'a pas de modèle qui soit de modèle d'entreprise, de modèle d'organisation, qui soit des organisations spécifiques au contexte calédonien. Et la tendance, la tendance de nos responsables, c'est de regarder des modèles extérieurs et essayer de l'appliquer ou de le prendre en partie. Je crois qu'ils sont conscients que ce n'est pas ce qu'il faut. Et bon, c'est vrai qu'il s'agit d'essayer de les convaincre qu'il faut chercher autre chose. Mais de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il y a un peuple, il y a une organisation de la société kanak qui a réussi à survivre jusque-là malgré les pressions coloniales. Ce qui fait qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a deux mondes qui cohabitent, le monde européen et le monde mélanésien. Je veux dire que même si les responsables continuent dans le sens d'importer des références qui ne sont pas adaptées au pays, il y a un système de régulation, j'allais dire traditionnel, mais enfin qui évolue, un système de régulation qui existe encore et qui est encore efficace. On parlait tout à l'heure, par exemple, de 50% de la population qui ont moins de 25 ans. Ce sont ces jeunes-là qui diront bon, c'est très bien ce que vous nous proposez, mais nous, on n'en voit pas la couleur, par exemple. Donc, ce sont eux qui feront la balance, qui feront pencher les choses pour qu'on aille beaucoup plus vers des recherches de démarches ou inventer des systèmes pour que le développement soit le plus adapté possible. Bon, là-dessus, je crois que je suis confiant du fait justement de cette masse de jeunes qui pour l'instant n'ont rien et à qui il faut essayer de proposer des choses cohérentes et non pas des choses qui les dépassent où ils sont des simples exécutants. Donc ce seront un peu les jeunes, les régulateurs de la société, d'après ce que vous dites. Ce sont les jeunes, en somme, qui sont les juges. Je pense que ce sont les jeunes qui sont les juges par rapport aux propositions, aux idées nouvelles de développement. Et c'est pourquoi je crois qu'en matière de développement, il faut avoir la démarche de renvoyer en permanence la responsabilité aux concernés.
aux gens qui sont concernés. Il faut que ce soit eux, il faut que ce soit les acteurs qui déterminent quels sont les choix et qui sont les opérateurs de ces choix-là. Et c'est là où je me distingue par rapport, enfin où je distingue la démarche que l'on peut faire, qui est traditionnelle jusque-là. René parlait tout à l'heure du choix de développement exogène, complètement de l'extérieur. Ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher parce que, de toute façon, s'il s'agit de renvoyer la responsabilité aux gens feront les choix, feront les opérations avec le système de régulation qui est en place. On voit par exemple, on parlait tout à l'heure par exemple du problème foncier, l'attribution, on vous attribue de la terre à condition que vous meniez des mises en valeur, des opérations économiques. Mais le problème c'est quel type d'opération économique, pour quel type de choix de société, qui sont les opérateurs de cette mise en valeur. Ça, personne ne peut le dire à la place de ceux qui en seront les acteurs. Alors actuellement, ces acteurs, ils se trouvent aussi de plus en plus à Nouméa, parce que dans les banlieues de Nouméa, les jeunes arrivent, tous ne retournent pas à la tribu. Vous qui avez vécu à Nouméa, alors comment est-ce que vous les avez vus vivre, ces jeunes, dans des quartiers, à Montravel, etc. C'est vrai que, bon, je crois qu'il y a une phase, je crois qu'ici on dit adolescence, mais chez nous, les jeunes deviennent responsables, deviennent adultes quand ils sont chargés de famille, quand ils sont mariés, et lorsqu'ils ont un minimum d'activité qui permet de prendre en charge leur famille. Je pense qu'à partir de ce moment-là, lorsque les jeunes deviennent responsables, automatiquement ils cherchent des solutions pour faire vivre leur famille. Et souvent à Nouméa, ils ne le trouvent pas. Même s'ils le trouvent, c'est souvent temporaire. Et la plupart du temps, ils reviennent dans la tribu s'installer. On peut être à Nouméa, vivre un certain temps, être salarié à Nouméa, mais notre lieu d'installation, notre lieu de vie, notre terre est toujours à la tribu. Donc je veux dire qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ils reviennent à la tribu et deviennent des actifs du développement à la tribu ou à la commune d'origine. Donc vous pensez que le passage à Nouméa n'est qu'un passage temporaire, en somme? Je pense que ce n'est qu'un passage temporaire. Parce que certains pensaient justement que s'il y avait une nouveauté qui ne s'était pas encore produite, que des gens venaient s'installer maintenant à Nouméa. Je dis parmi la population mélanésienne, alors que ce n'était pas tellement le cas jusqu'à présent. Bon, ceux qui s'installent à Nouméa, ce sont des salariés qui ont donc un salaire décent, qui leur permet d'avoir la possibilité de louer ou d'acheter à Nouméa. Et les autres qui n'ont pas de salaire viennent chez ces membres de la famille à Nouméa. Mais même pour les Kanaks qui ont acheté ou loué à Nouméa, construisent aussi à la tribu, s'installent à la tribu aussi. En fait, Nouméa, c'est le lieu où l'on trouve le travail peut-être, mais tous les Kanaks, je pense, aspirent à revenir contribuer au développement, à la vie sociale de la tribu. Le Kanak, quel que soit son poste de responsabilité à Nouméa, trouvera difficilement un appartement ou acheter à Nouméa. Parce que tout ce qui est immobilier est géré par, j'allais dire, cette mafia caldoche qui existe. Si bien que les Kanaks qui ont des responsabilités à Nouméa sont obligés de se concentrer dans les HLM, dans des quartiers comme Montravel, Pierre-Lanquette ou les Tours de Saint-Quentin. C'est systématique. Le Kanak qui est à Nouméa n'a pas envie de chercher
à s'installer, à se loger à Nouméa parce qu'on piétine, le terrain justement des privilégiés de Nouméa, quoi. Et de toute façon, ce sont eux qui gèrent et n'acceptent pas que l'on... Je veux dire que bon, moi j'étais confronté au problème puisque j'essayais de trouver un appartement sur Nouméa. Bon, bien sûr, on a essayé de savoir quelle est la situation professionnelle, mais dès qu'on a su que j'étais kanak, on m'a dit non, non, pas question. Et systématiquement, la seule possibilité, c'est de trouver dans les HLM, de s'installer dans les HLM comme Montravel, à Pierre-Lanquette, que vous connaissez, je crois. Et alors, justement, ça fait un peu, ça risque de créer des ghettos dans la ville, un phénomène de ce qu'on appelle, enfin, tout ce qui peut sortir des ghettos. Et ça se ressent, ça, parmi les Kanaks. Est-ce qu'ils ont l'impression d'être encore dans une réserve, par exemple, lorsqu'ils sont à Montravel? Oui, oui, ils le sentent très bien. Ils sentent qu'effectivement, même en étant sur Nouméa, ils sont dans les ghettos. Et c'est peut-être aussi l'un des éléments qui vont faire que le Kanak ne peut pas s'installer, enfin ne peut pas ou difficilement s'installer sur Nouméa compte tenu de cette réalité quand même, même s'il est à Nouméa, il est quand même dans des ghettos. Et alors maintenant, avec le phénomène des provinces, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une évolution vers une espèce de séparatisme, effectivement, avec des provinces qui seraient plus spécifiquement kanak et d'autres qui seraient plus réservées encore? Oui, effectivement, ce que je crains le plus, comme je disais tout à l'heure, ce que je crains le plus, c'est le problème de la cohabitation. Le problème de la cohabitation entre les deux populations. La population kanak et puis les autres. Je disais que les Kanaks, je pense qu'ils ont une certaine cohérence dans leur organisation qui peut leur permettre, qui peut être un moteur, qui peut être un élément, une dynamique d'organisation pour trouver des solutions. Ce qui n'est pas le cas du côté des autres catégories de la population. Ce qui n'est pas le cas puisque... comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est un problème de complexe au niveau des Caldoches, par exemple, de ceux qui tiennent les pouvoirs en Nouvelle-Calédonie. C'est un problème de complexe, c'est inné. Ils n'accepteront pas, comme ils n'ont pas accepté pour les Kanaks, de partager les choses. La différence que les Kanaks, eux, ont réussi à survivre, ont réussi à trouver une autre orientation, une autre manière de voir les choses qui contournent le mur Caldoche. Ça, c'est un élément important pour les Kanaks, mais pour les autres ethnies, les Wallisiens, les Tahitiens, les autres, par rapport au même Caldoche, au même mur, quelle unité, quelle cohérence, quelle cohésion il y a entre eux pour qu'ils puissent survivre. Et le problème, c'est peut-être la province sud, effectivement. Au niveau de la province sud, au niveau de Nouméa, que deviendra Nouméa dans 2-3 ans, compte tenu de ce problème colonial, mais avec de moins en moins le rapport avec les Kanaks. Pour parler des Wallisiens, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution parmi la population wallisienne? Il y a eu un nouveau parti qui s'est créé, il semblerait qu'il s'intéressent davantage au peuple kanak, qu'ils essaient de penser l'avenir différemment. Oui, je pense qu'il y a un progrès politique compte tenu de cette organisation au niveau politique pour l'instant, hein, d'essayer de se démarquer par rapport à la prise, à la mainmise des partis de droite contrôlés par les Caldoches. Donc ça, je pense qu'au niveau politique, il y a une prise de conscience et un début d'organisation qui peut être intéressant. Mais pour moi, reste posé le problème de fond. Je ne crois pas que ça puisse être durable, ça puisse être solide,
dans la mesure où les Wallisiens eux-mêmes ne se situent pas, enfin ne s'organisent pas par rapport à leur propre pays, par rapport aux îles Wallis. On peut essayer de s'organiser à Nouméa en tant que Wallisien par rapport aux problèmes calédoniens et être solide par rapport à ce contexte très dur, dans la mesure où l'on où l'on essaie de régler au mieux des problèmes à la base, nos propres problèmes à la base. Oui, donc eux ne réussissent pas pour l'instant à régler leurs problèmes avec leur propre territoire. Voilà, avec leur propre territoire. Ce qui veut dire que ce qui se passe à Nouméa pour les Wallisiens, ça risque d'être tout simplement une certaine forme, quoi, pour mieux épouser la vie à Nouméa, qui en fait, ils se trouveront dans le même ghetto, dans le même cas que les Kanaks. Et alors comment vous voyez justement la cohabitation à l'époque où l'indépendance arrivera, parce qu'elle arrivera bien un jour, en Nouvelle-Calédonie, avec toutes ces populations qui viennent de différents horizons, qui se sont trouvées là, amenées soit de force, soit qui sont venues de leur propre gré, de leur plein gré? J'ose espérer que cette organisation avec les autres se fera dans une organisation non pas uniquement à l'échelle du territoire de la Nouvelle-Calédonie, mais plus élargie, voire sur le Pacifique. Je pense que c'est la condition pour qu'il y ait effectivement élément à cohabitation. Parce que pour l'instant, vous pensez que quand même la cohabitation reste difficile, ne serait-ce que l'expérience de Nouméa. Très difficile. Et en brousse, est-ce que les caldoches de brousse vous semblent différents de ceux de Nouméa? Quels sont vos rapports avec eux? C'est aussi difficile qu'à Nouméa? Je prendrai le cas de Pointe-Dimier, par exemple. Pointe-Dimier, c'est la tribu, et puis le village blanc. Il n'y a pas de réel contact entre Caldoche et Kanak, à Pointe-Dimier. Sauf que le Kanak vient utiliser les services commerce et autres qui sont au village et qui appartiennent aux Blancs. Mais sur Pointe-Dimier, on essaie justement maintenant, à travers donc des coopératives que nous mettons en place, d'éviter d'être de plus en plus autonome par rapport au village. Donc, je veux dire, jusque-là, il n'y a pas de réelle relation, de réel rapport avec les Caldoches. Alors, les gens de la tribu vont dans les commerces quand ils le sont obligés des Caldoches. Est-ce que parfois des Caldoches sont venus vous acheter des choses à votre coopérative? Oui, je crois que c'est l'un des résultats que nous faisons sur Tibarama. On a une coopérative des pêcheurs. Et c'est l'un des résultats intéressants que l'on a noté ces dernières années. C'est que les gens du village, les commerçants du village viennent se servir dans la coopérative de la tribu. Ça veut dire quoi? Qu'ils commencent à comprendre certaines choses, c'est-à-dire que vous êtes aussi capable d'avoir des produits, ou parce qu'ils sont obligés simplement? Parce qu'ils sont obligés, parce que jusque-là, ce sont par exemple, par rapport à la pêche, les produits de la mer, ce sont les Kanaks qui sont les pêcheurs et qui ravitaillaient, qui approvisionnaient leur commerce. Mais depuis qu'on a cette coopérative, tous les poissons, tous les produits des pêcheurs est stocké dans cette coopérative, et les commerçants sont obligés de venir, même les commerçants pour vendre dans la commerce, venir acheter à la coopérative de la tribu. Donc c'est grâce un peu à ce rapport de force que vous pensez pouvoir imposer votre point de vue. Tout à fait. C'est en multipliant des opérations de ce genre-là, mais menées, conduites par les Kanaks, par les jeunes de tribu, dans la tribu. Je crois que jusque-là, on a fait l'erreur au niveau des municipalités. Jusque-là, on a toujours fait l'erreur de penser que c'est le village qu'il faut développer et les consommateurs, ce sont les gens de la tribu. Je crois que ça a toujours été conçu de cette manière-là. Alors que si on veut faire
un réel développement rural dans son ensemble, il faut que, et moi je dis la valorisation des terrains, c'est dans les projets économiques des gens, mais chez eux. Et non pas être obligé de venir dans le, comment ils appellent ça déjà, le zone industrielle par exemple, pour pouvoir exister. Pourquoi dans les tribus ils peuvent très bien avoir leur atelier de mécanique ou leur station d'essence. C'est pas inconcevable. Alors René, comment vous pensez que les jeunes perçoivent actuellement la situation? Bon, les jeunes à notre époque, ils ont plus que j'appellerais le complexe de colonisé qu'avaient leurs anciens. Ils ont plus comme référence essentielle le modèle occidental. Le modèle occidental comme le meilleur, le plus valorisant, et qu'ils en ont vu d'abord, ils en ont eu l'expérience à travers l'école, à travers les différents échecs scolaires dus à l'attitude des enseignants caldoches et leur volonté plus ou moins mise à mal d'insertion au niveau du monde du travail. Ces jeunes sont désabusés du monde des Européens. Ils sont mal dans leur peau vis-à-vis de leur propre société, qui ne leur donne pas les réponses pour lesquelles ils sont en attente. Mais ils sont prêts, connaissant le monde, ayant expérimenté le monde européen sur Nouméa et dans les villages, ils sont prêts à rechercher autre chose. Ils ne prennent plus comme schéma valorisant la société occidentale, c'est-à-dire le profit, la loi du plus fort, etc. Ils se sont rendus compte que malgré tout, la vie communautaire est la plus importante pour eux et la plus valorisante dans l'état économique où les laisse le monde colonial. Donc ils sont prêts à chercher une voie nouvelle, et ils sont prêts à aller de l'avant. Et quand on regarde les MFR ou les maisons familiales rurales, ou on regarde les écoles populaires kanak, ce sont les jeunes qui tiennent. Et quand on regarde toutes les coopératives qui se montent à droite, à gauche, ou quand on regarde les gens du comité de lutte de Gossana, ce sont les jeunes qui veulent aller de l'avant. Ce sont les jeunes qui sont à la recherche de réponses différentes, correspondant beaucoup plus à leur valeurs culturelles propres. De toute façon, le constat a été fait. Ils n'ont pas de place dans le monde européen parce que le monde européen ne leur fait pas de place et ne veut pas leur faire de place. Alors s'ils se mettent à détruire leur propre système coutumier, ils vont devenir des propres parias dans leur propre pays. Ils seront ballottés comme les tiges des bambous par le vent, à droite, à gauche, à droite. Ils n'arriveront jamais à se stabiliser les pieds sur le sol. Alors eux, c'est fini ce temps-là où le monde des Blancs était une fascination. Maintenant, ils sont prêts à d'autres ouvertures, mais qu'ils vont rechercher dans leur propre culture. Et c'est ça la différence de cette jeunesse qui sait plus ou moins où elle va, qui sait plus ou moins ce qu'elle veut par rapport à leurs anciens, leurs aînés qui sont actuellement les dirigeants politiques du mouvement indépendantiste. Et la cassure, elle se fait à ce niveau-là. Entre certains qui s'accrochent trop à un système parce qu'ils trouvent des éléments valorisants pour leur propre personne, et toute la masse de la jeunesse qui, elle, n'a pas de place. Et qui, si elle veut garder une place quelque part, ça ne peut être que dans sa propre culture. Et qui maintenant s'en rendent compte et essaye de trouver des voies nouvelles. Alors ça s'éclate entre les gens de Unjo qui essayent de faire du développement, chercher une voie nouvelle pour le développement, entre les gens d'Ouvea, entre les gens de Poum, entre les gens de Puebo, les écoles populaires kanak, entre les gens de Yaté. Il y a maintenant il y a des volontés qui sont en marche. Et maintenant, il faut que ces volontés qui sont en marche
se crée en réseau, pour prouver qu'il y a autre chose que simplement singer le blanc, ou faire comme le blanc. Alors, toute cette analyse, vous la développez dans une publication mensuelle qui s'appelle La lettre de la tribu. Alors, cette publication est très particulière, puisque vous êtes le seul à y écrire. Vous avez choisi comment de faire ce type de publication, et puis à qui elle s'adresse? Comment ça a démarré? Alors, je suis le seul à écrire, j'espère ne pas être le seul à la lire, mais cette publication s'est faite au moment où nous avons créé, après avoir créé l'association de développement de la tribu d'Unjo. C'est quand j'étais venu en France pour suivre une formation au collège coopératif sur le développement, et j'ai rencontré en France des gens d'une coopérative, d'une communauté qui s'appelle Langomai. Et eux-mêmes avaient une publication mensuelle qui s'appelle Le grand-père qui se déchaîne. Et c'est à ce moment-là je me suis dit, mais pourquoi nous, à Unjo, parce qu'on avait subi des pressions de l'administration qui avait essayé de démolir nos projets, on avait eu beaucoup de pressions qui avaient essayé de nous éliminer. Et il nous fallait un moyen de défense. Et un moyen de défense, le meilleur moyen de défense, c'est faire connaître à une majorité de gens qu'est-ce qui se passe chez nous. Quelles armes utilise l'administration contre nous pour nous détruire gratuitement? Simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec elle et qu'on la critique. Donc j'aurais demandé est-ce que nous on ne pourrait pas faire une publication aussi qu'on appellerait la lettre à la tribu. Ils m'ont dit tout de suite, d'accord, pas de problème, tu écris la lettre à la tribu, nous on a déjà des abonnés pour notre publication, on va commencer à la faire tourner. Et dans cette publication, je disais que j'allais raconter la vie de la tribu, la vie de tous les jours de la tribu, les événements coutumiers, les événements politiques, ce que faisait l'administration, de bien ou de mal, ce que faisaient nos propres gens politiques, ce qu'ils faisaient en bien ou ce qu'ils faisaient en mal. Et cette lettre permettait à nous, Unjo, et après maintenant à d'autres, puisque je parle d'autres tribus qui font d'autres choses, d'être en quelque sorte protégés. Le gouvernement ne pouvait plus en douce essayer de nous éliminer, sans que personne soit au courant. Nous, on est une toute petite tribu. Pour le grand gouvernement français, c'est facile de nous éliminer. Donc il nous fallait un moyen de défense, et ce fut la lettre à la tribu, qui est maintenant diffusée à 400 exemplaires à peu près, et qui nous a certainement aidés, parce qu'elle est lue d'abord par le gouvernement, ensuite elle est lue par beaucoup de gens du métier de formation libérale ou de ce qu'on appelle la société civile, beaucoup d'amis de gens du gouvernement, et maintenant elle est lue aussi dans pas mal de tribus. Et maintenant elle est envoyée aussi en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc ça commence à tourner, ça nous permet de nous protéger. Vous vous sentez encore menacé actuellement parce que vous parlez de protection, d'une lettre qui vous protège, de la communication, de l'information qui vous protège. La communication nous a toujours protégés, parce que quand on organisait les occupations de terre chez les colons, on écrivait des lettres systématiquement à tous les gouvernements des pays du Pacifique. On envoyait des lettres aux journaux australiens, aux journaux de Nouvelle-Zélande, en disant voilà, telle tribu va faire telle occupation de terre chez tel colon, pour que le Pacifique soit prévenu au cas où il y aurait eu des morts, puisque les colons menaçaient systématiquement de nous fusiller. Donc ça nous a protégés, parce que ça obligeait le gouvernement français à faire attention, en sachant qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi dans son coin caché tout seul. Alors la lettre à la tribu nous protège de la façon où on diffuse ce qui se passe chez nous, et on dévoile la réalité sur le terrain des discours qui sont faits dans les journaux, ou qui sont faits devant des assemblées. La réalité n'est pas toujours pareille.
tous les gens actuellement avec les accords de Matignon, tous les gens qui sont en accord avec les accords de Matignon, qui n'ont pas de position critique, obtiennent des subventions. Tous ceux qui ont une position critique n'obtiennent aucune subvention, et en plus l'administration tente systématiquement de les démolir en faisant des manipulations dans les tribus ou au niveau des partis politiques indépendantistes. Donc si nous on veut survivre, il faut que ce qu'on fait soit connu, et que s'il nous arrive quelque chose, les gens sachent pourquoi cet événement est arrivé, et qu'on ne puisse pas faire des choses dans le noir. Donc c'est une protection, et en même temps ça permet de créer un lien entre des gens de France et les gens des tribus qui essayent de réaliser quelque chose. Alors actuellement, on dit qu'avec les accords de Matignon, le calme est revenu, que tout va bien, donc il n'y aurait plus rien à craindre, d'après ce qu'on entend dire. Est-ce que c'est le cas, d'après ce que vous savez, vous? Les accords de Matignon ont établi un statu quo. Mais ce n'est qu'un statu quo. Tant que le système Caldoche refuse de partager, refuse de réduire ses privilèges, il ne peut pas y avoir réellement amélioration de la situation du peuple kanak. Le colon reste toujours enfermé dans ses barrières avec ses 10 fusils, reste toujours avec ses chiens qui tournent autour de la maison. Pour lui, le kanak reste le kanak qu'on doit toujours enfermer dans la réserve. Ce ne sont pas les caldoches du terrain qui ont décidé des accords de Matignon, ce sont les politiques de Nouméa. Ça veut dire les commerçants, ça veut dire les gens qui ont des entreprises et qui veulent sauver les intérêts de leurs entreprises. Puisque tout bouleversement politique en Nouvelle-Calédonie tend à réduire leurs bénéfices. Ce sont ces gens-là qui ont décidé des accords de Matignon, mais le caldoche de la base reste toujours le caldoche de la base. Son intérêt à lui, c'est que ses privilèges ne soient pas réduits, parce que lui, il n'a rien à partager avec les Kanaks, puisqu'il veut tout garder. Il veut garder la terre, il veut garder les subventions, il veut tout garder. Lui, il n'est pas prêt à partager. Et si les événements, malgré le nombre d'attributions de terres qui étaient faites dernièrement en titre de propriété privée, ça ne change pas le fait que tous les clans ne retrouvent pas leurs terres. Et que malgré tout, malgré des attributions qui ont été faites, toute la région de Nouméa est revendiquée. Toute la région de Bourail est revendiquée. Et que ces clans-là, il faudra bien qu'un jour ils retournent sur leurs terres. Et que tant que le problème de terre fondamental n'est pas résolu, rien ne sera résolu. Et toute cette masse de petits blancs, elle n'a rien perdu de sa virulence et de son racisme. Alors on a l'impression quand même que ce front pionnier se diminue. Des gens sont partis, des vieux meurent et ne sont pas tellement remplacés. Est-ce qu'ils sont tous aussi virulents? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste encore des gens très forts et puis des gens qui sont un peu perdus dans leur coin et qui ne savent pas trop ce qu'ils attendent, parce que finalement, où iraient-ils dans l'état où ils sont? Si on prend par exemple les gens de la côte Est, les colons de la côte Est où habite Rébas, la plupart sont partis. Ils sont venus chez nous sur la côte Ouest. Ils se sont débarrassés de leurs colons pour nous les balancer chez nous. Et je prends ces colons-là, ce sont des colons qui pensent occuper les terres à partir de la province sud, c'est-à-dire Bourail, La Foix, Bouloupari. C'est-à-dire tous les colons vont se rassembler dans cette zone-là. Et ce sont les Kanaks de cette zone-là qui ne pourront pas récupérer leurs terres. Parce que nous, dans le nord, on finira par s'en débarrasser. Bien que ceux qui veulent vivre avec les Kanaks resteront, ceux-là on ne les chassera pas, il y en a quelques-uns. Et tous ceux qui ne parlent que de tuer du Kanak, ceux-là devront partir. Ils partiront, ils se réfugieront dans la province sud. Et à partir du moment où ils se sentiront forts dans la province sud, ils auront toujours leur idée de séparatisme et de créer une zone indépendante par rapport au reste de la Nouvelle-Calédonie. Donc les problèmes, on ne les résout pas, on ne fait que les reculer. Et si tant que le gouvernement ne décide pas de résoudre une bonne fois le problème des terres,
il ne fait que reculer, mais reculer pour mieux sauter. Et c'est nous qui allons sauter, je veux dire, c'est pas le gouvernement qui va se faire éliminer, c'est nous les Kanaks qui allons se faire tuer par des Caldoches. Parce que tant qu'on peut vivre ensemble s'il y a changement de mentalité. S'il n'y a pas changement de mentalité, on ne peut pas vivre ensemble. Et l'exemple de l'Algérie n'a servi à rien. Les Caldoches restent avec la même mentalité, plus aidés par les 6000 pieds noirs qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, qui les ont aidés à s'organiser militairement. Pour eux, les Kanaks sont des sauvages, sont des singes à mettre dans les tribus, et il ne faut pas leur toucher le fric qu'ils retirent de la France. Parce que la France est une vache à lait, et le lait c'est seulement pour les Caldoches. Donc pour l'instant, les accords de Matignon, c'est un statu quo, on ne fait que reculer pour mieux sauter. On ne résout pas les problèmes fondamentaux. Ouais, le problème c'est qu'on... Je ne sais pas s'il y a réelle volonté de résoudre le problème calédonien. Moi j'ai la nette impression que on utilise les Kanaks et le problème calédonien pour une politique intérieure en métropole. Donc, ce qui veut dire que bon, les accords de Matignon, est-ce que réellement c'est le problème calédonien que l'on veut faire évoluer, avancer d'une manière intelligente, quand on suppose que c'est uniquement dans un but de politique interne à la métropole. Le problème c'est qu'on utilise des gens, notamment les Kanaks. Vous avez l'impression que donc ce qui a été fait électoralement, par exemple même au moment d'Ouvéa, continue sous une autre forme, plus discrète, plus actuellement? Oui, continue d'une manière sournoise, mais qui ne règle pas le problème, puisque moi je pense que reste que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sera le fait des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Et pour l'instant, bon, je crois que nous avons l'habitude de respecter de fonctionner par consensus entre le groupe Kanak. C'est ce qui s'est passé pour les accords de Matignon. Mais comme l'on sait que dans le fond, rien n'est réglé, les accords de Matignon n'ont rien réglé, on continue à garder cette vigilance par rapport aux problèmes calédoniens spécifiques, par rapport à ce pourquoi 84 a existé, 80, 85, 88. Et je pense que ça continuera puisque la volonté n'est pas réellement d'essayer de régler le problème.